RMC Sport Club, épisode 12, c'est parti, c'est votre rendez-vous tous les lundis à 19h sur la chaîne Twitch d'RMC Sport et en replay ensuite sur YouTube, émission de débat. J'ai donc choisi évidemment les meilleurs, je le dis à chaque émission évidemment, pour m'accompagner. Ce soir, Kylian Verhoff qui est de retour, salut Kiki. Salut Flora, salut tout le monde. Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Manu Moine qui est de retour, salut Manu. Salut les amis, ravi de vous retrouver. Bonne année parce que je vous ai pas vu depuis l'année dernière, voilà. Et on a la chance aussi d'avoir avec nous Simon Dutin, dit la Dute, ce soir dans RMC Sport Club. Salut Simon. Salut la mousse, salut tout le monde. Tu vas bien? Ouais, merci pour l'invitation. Alors les meilleurs, moi tu m'as appelé il y a 1 heure parce que tu me dis que tu avais une défection et tout. Bon, mais en plus c'est faux. Ouais, puis elle avait jamais pensé à toi pour les 11 premiers épisodes. Première fois. Tu sais pas combien de fois il m'a dit non avant en fait, c'est pour ça. Là il a daigné enfin venir dans RMC Sport Club. Mais et je suis enchanté. Voir si ça marchait ou pas. Je suis enchanté. Il attendait peut-être de savoir quel est le programme aussi. Peut-être que c'est ça qui l'a fait changer d'avis. La magie de la Coupe de France, ce sera notre premier thème. Est-ce que vraiment ça vous parle ou alors ça vous gonfle? Ce sera le débat principal de la journée. Le deuxième thème, alors que la NBA débarque à Paris en fin de semaine, est-ce que vous êtes pour ou contre la délocalisation des sports? Sans oublier désormais le traditionnel petit quiz dont je ne vous dévoile pas le thème pour la surprise totale. Comme ça on est sûr que personne ne se soit préparé. Et puis le top 5 en cette deuxième semaine d'Open d'Australie. Je vous demanderai quels sont vos 5 meilleurs joueurs et joueuses d'ailleurs français de l'histoire du tennis. On verra si on est tous d'accord ou pas. Allez, c'est parti pour le premier thème, messieurs, avec les huitièmes de finale de la Coupe de France qui auront lieu dans 2 semaines maintenant. Le tirage au sort est tombé en fin de semaine dernière et attention, il y a de très grosses affiches au programme. Je vous préviens, attention, notamment un Stade Briochin-Nice, Bourgoin-Jallieu, Reims ou encore Cannes contre Div Cabourg notamment. Je vous ai pris vraiment que l'élite. Les affiches, vraiment les affiches. On sent le mépris immédiatement. Que l'élite vraiment pour que vous ayez envie. D'ailleurs, quand vous regardez ces logos, je pense que vous pouvez tous me les citer un par un. C'est ça qui est génial. À chaque fois, mine de rien, quand la compétition est de retour, on entend les fameux termes de petit pousset, épopée, la grande aventure, la magie de la Coupe de France, des stades champêtres aussi, c'est ça. David contre Goliath, n'oublie pas. David contre Goliath, t'as raison, c'est vrai, j'ai pas fait celle-là. Ou encore, c'est ça le vrai football, c'est ça le football qu'on aime. Alors, est-ce que vous, la magie de la Coupe de France, ça vous parle ou alors ça vous gonfle? Je veux dire, salut le chat qui est avec nous ce soir, salut les amis. N'hésitez pas à nous dire, en fur et à mesure de l'avancée de l'émission, votre avis, si vous êtes pour ou contre justement la délocalisation des sports qu'on évoquera tout à l'heure, votre top 5 aussi. Et puis donc, cette magie de la Coupe de France, est-ce qu'elle vous fait vibrer? Ou alors est-ce que ça vous gonfle un petit peu, Manu? Bon, moi ça me régale. C'est le foot que j'aime. C'est le foot rempli d'histoire. Alors vous avez peut-être trouvé ça justement un peu trop plein de chamallows, etc., etc. Mais par exemple, moi je me suis absolument régalé sur le Bourgoin OL avec des joueurs qui ont une histoire particulière. Un Sofiane Atik, 38 ans, qui a commencé à Bourgoin, qui finit à Bourgoin, qui a toujours été fan de l'OL, qui a joué à Lyon-Duchère, qui est un joueur extraordinaire que vous ne connaissez pas parce que malheureusement le monde pro l'a un petit peu boudé, qui n'est pas forcément stéréotypé comme les Golgoth physiques et athlétiques qu'on a désormais dans notre Ligue 1 ou dans notre Ligue 2. Au-delà des histoires, il y a des clubs extraordinaires. Tu te moquais du Stade Briochin tout à l'heure. Il y a un président au Stade Briochin qui est un ancien joueur du Stade Briochin, qui a été l'ancien entraîneur du Stade Briochin, qui est un mec qui fait absolument tout dans son club et qui est un super club formateur. Et je comprends qu'on puisse être cynique à se dire que qu'on est dans une overdose de foot et qu'aujourd'hui, justement, c'est des matchs en plus qui ne vous intéressent pas. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est un autre football, justement, qui a sa place et qui, quelque part, vient trancher avec ce football d'élite, de stars, de plus en plus justement stéréotypé et de plus en plus éloigné aussi également du public. Donc voilà. Alors, je suis cynique auprès de personne, je préfère le dire. Vraiment, c'était pas méchant de la part pour le Stade Briochin spécialement. J'essaye juste d'établir un petit peu le climat. Simon, j'ai cru comprendre vite fait que t'étais pas trop d'accord avec Manu rapidement. Non, moi, c'est pas mon truc, en effet, mais on a souvent eu l'occasion d'avoir des débats ici à RMC. Cette fameuse magie de la Coupe de France, je comprends, on raconte de belles histoires. C'est magique pour une communauté, un village, une ville sans caricaturer, tu vois. C'est cool pour, en effet, des mecs qui n'ont pas eu leur chance, qui sont passés à côté d'une belle carrière. Il y a leurs amis, c'est l'occasion de faire une fête. Moi, j'ai eu le président d'Espali, là, tu sais, qui a affronté le Paris Saint-Germain le soir où ils ont tiré le PSG. Ok, je comprends, ils étaient en transe, les mecs, et c'est des souvenirs pour une vie, pour une carrière entre guillemets qui justement n'aura pas lieu. Mais si tu veux, le reportage au JT sur Michel qui est boulanger, tu vois, qui va devoir s'arranger pour son taf et son... Je comprends que
ça crée l'événement dans un endroit donné. Après, nous, notre boulot, et puis même, on est des passionnés de ballon, on aime le foot, voir du mauvais foot contre une équipe de Ligue 1, de Ligue 2, des pros, qui n'ont pas envie de jouer ces matchs-là, sur des terrains souvent très compliqués. Alors ok, t'as une ambiance de dingue, mais souviens-toi, demande à Radamel Falcao ce qu'il pense de la Coupe de France. Il a fumé sa carrière sur un mauvais tacle contre Chasselet en 2014. Rideau. Il n'a plus jamais été le même parce que... C'est une histoire extraordinaire, ça. C'est une histoire extraordinaire. Bien sûr, c'est une histoire extraordinaire. Pour son chirurgien, un professeur au fin fond de la région Rhône-Alpes qui prend des menaces de mort de la Colombie. Je suis désolé, on est journaliste, on adore ces histoires. De quoi parle-t-on? Même quand ça sont négatives. Moi, j'entends le côté aussi. En effet, c'est devenu très aseptisé. Donc, tu vas tendre ton micro à un mec effectivement qui a été en centre de formation, qui joue la Coupe de France. Ok, il a des choses à te raconter qu'un mec pro entouré, qui fait gaffe à sa com, ne te raconte plus. Bien sûr. Ok, il y a des histoires à raconter. Mais si on parle de foot de haut niveau, tu passes de la Ligue des Champions un mercredi à la Coupe de France amateur pro, moi ça me chauffe pas, ça me branche pas. La nuque, tu passes de la Ligue 1 aseptisée, stéréotypée, où tu vois toujours la même chose, où tu vas t'ennuyer tous les week-ends. Je suis pas persuadé que quand tu regardes la Coupe de France, tu changes vraiment, ou tu retombes vraiment de 15 niveaux. Quand tu vois des mecs qui ont certes 5 divisions de moins, mais qui ont une envie qui est 10 fois supérieure à celle des pros, tu vas avoir un match qui va être tout aussi convaincant qu'un match de Ligue 1 où on va voir quelque chose d'aseptisé. Là, on va voir au moins un match où les joueurs ont envie. On va pas voir les mêmes joueurs tous les week-ends. On va voir quelque chose qui change. Pas une Ligue 1 où on s'ennuie. Et moi, ça me réconcilie un petit peu avec le football d'aujourd'hui où on a l'impression d'entendre toujours la même chose tous les week-ends avec les histoires de business, d'argent et puis de ces matchs-là qui nous ennuient et pourquoi le diffuseur il diffuse pas. Là, au moins, on voit quelque chose qui nous rapproche un petit peu au foot qu'on a pu connaître quand on était jeune et les matchs qu'on faisait nous. Ouais, mais justement, dans ce cas-là, moi j'ai des copains qui jouent en district. Ça m'arrive 3 fois par an. Le dimanche, je vais dans le 13e, ils jouent. Non, mais je suis désolé parce que à ce moment-là, il y a des mecs, ils ont 40 piges, ils ont joué en CFA, ils ont joué en national, et parfois il y a du bon football. T'es autour du terrain et les mecs ça joue. T'as des belles actions, t'as des beaux buts, t'as des beaux matchs. Si t'aimes le ballon, tu vas te cogner des matchs de district. Mais qu'on nous oblige à dire fantastique. Je suis comme toi sur le tir au but vainqueur de Bourgoin. J'ai vibré, j'étais content, j'avais envie qu'il le mette, j'avais envie qu'il sorte l'OL. T'as envie, ok. Honnêtement, est-ce que ça te passionne? Est-ce que tu vas bloquer ton... Les amis, on va rentrer dans le débat plus en profondeur, mais on va quand même accueillir un homme qui est spécialiste de cette Coupe de France, la voix du foot sur AMC, c'est Jeannot Rességuier. Salut Jeannot. Bonjour. Allez, viens t'asseoir dans le fauteuil, Manu va te faire une petite place. Je te chasse Manu, donc. Ouais, vas-y. Meilleurs arguments que moi. Je partage pas mal d'arguments. Bon, je suis à côté du vilain petit canard à côté de moi là, mais il y a des envies tranchées. Bon, toi Jeannot, tu as commenté évidemment beaucoup de Coupes de France sur les antennes d'RMC. Quel est ton avis toi sur la Coupe de France? Est-ce que finalement tu te ranges derrière ce côté très populaire, que génère cette Coupe de France? Est-ce que déjà tu kiffes aller commenter des matchs de Coupe de France dans des petits stades? Est-ce que c'est ça qui te plaît? Ah oui, j'adore, parce qu'on raconte des histoires, mais on a vécu des histoires nous aussi en tant que journaliste. Moi, j'ai des souvenirs dans des stades totalement improbables, en Alsace, à Bischheim, où je me retrouve dans une remorque avec des tables installées pour commenter, parce qu'il n'y a qu'une seule tribune. C'était à l'époque un club de N3 qui est d'ailleurs monté en N2 entre-temps, et tu te retrouves avec, tu tires 25 mètres de câble pour pouvoir avoir ton boîtier sur la table pliante, et tu commentes ton match comme ça. Du côté d'Épinal, on s'était retrouvé une fois c'était un match contre Marseille avec un mur au-dessus de la tribune sur lequel on posait notre scoopie pour commenter les matchs et pouvoir travailler avec encore 25 mètres de câble tiré parce qu'ils avaient oublié de la mettre dans la tribune de presse, ils l'avaient mis chez le gardien quoi. Mais ce sont des choses qui arrivent. Ça fait rêver Simon. Moi j'ai bossé en chaîne d'info et tout, tu sais, selon les terrains, les stades et tout, en effet il y a un côté champêtre, d'accord, mais bon Jeannot, quand tu retrouves ton confort du Parc des Princes, me dis pas déjà Parc des Princes, t'oublies le confort. Mais t'as les prises électriques qui marchent, t'as les câbles partout, tu sais même pas où si tu vas pas te casser la figure quand t'arrives en tribune de... Non mais sérieux, il y a des stades où tu es bien installé, que ce soit en France ou à l'étranger, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, moi ça me gêne pas, ça me rappelle mes débuts en radio privée où t'étais toujours en galère pour aller commenter un match de régional, de division 3 à l'époque, ça s'appelait comme ça, ou des divisions
en 4. Donc ça, c'est le côté vécu journalistique. Après, moi, je suis un peu le cul entre deux chaises par rapport à la Coupe de France. Ouais. C'est que j'ai été dirigeant de club, je suis toujours, j'ai une licence, mais beaucoup moins impliqué, et j'ai vécu de l'intérieur un match de Coupe de France, ça génère pour un club, 64e de finale ou un 32e de finale, ce que ça génère pour le club. Alors, j'entendais ce que vous disiez par rapport aux joueurs, ce que tu disais Manu, c'est vrai que ça reste des moments particuliers, c'est le match d'une vie, mais si on redescend un petit peu au début de la Coupe de France, sur les tout premiers tours, tu parlais de district tout à l'heure, ils veulent tous aller au 4e tour pour avoir le maillot, pour garder le maillot à vie de la Coupe de France, et de dire j'ai participé une fois à la Coupe de France. La Coupe de France, c'est remercier des bénévoles qui sont à l'entrée en train de couper les billets parce que si tu ne te fais pas payer la place, tu as la bourriche avec les cadeaux à gagner à la mi-temps, tu as la buvette. Il y a plein d'histoires autour du foot amateur. Mot de bourriche, tu vois, ça sent la rien que ça, mais c'est magnifique. Donc quelque part, si tu veux, ça récompense les bénévoles. Tu parlais d'Espali tout à l'heure avec le président Perbé qui a invité 1000 personnes dans la loge du stade Michelin. Dedans, il y avait quoi? Il y avait tous ces bénévoles. Ouais. Donc ça veut dire quelque part qu'il s'est appuyé sur l'organisation de l'ASM, du club de rugby de Montferrand, en disant c'est bon, ce soir-là, il n'y a pas les buvettes à gérer, il n'y a pas la sécurité à faire, il n'y a pas le filtrage à faire, et je remercie tout le monde. Et ils ont passé une soirée extraordinaire. C'est ça la Coupe de France. C'est l'esprit même du côté populaire, de ce qui se passe en bas, au quotidien. C'est la mise en lumière de dirigeants, c'est la mise en lumière de petits clubs. Il n'y a pas que des anciens de centres de formation dans les clubs de N3, dans les clubs de N2. Alors N2, un peu plus aujourd'hui, mais si tu fais N3 et Régional 1, souvenez-vous de Revel l'an dernier qui joue le Paris Saint-Germain à Castres, tous bossaient. Tous travaillaient. Donc ça veut dire quelque part que pour eux, ça restait un événement particulier. Tu poses une RTT, tu poses un congé pour jouer contre le Paris Saint-Germain, contre l'Olympique de Marseille. Moi, je trouve ça génial. Et donc, tu es plutôt d'accord avec ceux qui disent que la Coupe de France, c'est le fameux vrai foot, le vrai foot qu'on aime Ouais, le vrai foot. Moi, je dis simplement que c'est la plus belle compétition en France, parce que justement, elle rassemble tous les footballs. Elle rassemble le football de base, elle rassemble le football amateur, ceux qui sont sortis des centres de formation, et on va jusqu'au club professionnel. Oui, j'ai entendu tout à l'heure, vous parliez que ça gave les clubs professionnels, que certains joueurs n'ont pas envie de jouer le 32e, le 16e. Mais à partir du quart de finale, quand il y a la possibilité d'aller chercher une demi et d'aller jouer une finale, croyez-moi qu'ils sont tous là, présents, pour pouvoir participer à ces matchs-là. Donc aujourd'hui, l'organisation telle qu'elle est, elle facilite les surprises, et on l'a vu sur le 16e de finale, mais c'est l'ADN de la Coupe de France. La Coupe de France est faite pour les surprises. Je sais que ça fait beaucoup de débats sur RMC, et surtout tard le soir, mais n'empêche que salut à nos amis de l'after. C'est la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie du football. Et c'est une façon de mettre en avant tous ceux qui, au quotidien, aujourd'hui, de plus en plus, galère. Alors je sais qu'à la fédération, et je finirai là-dessus, ils réfléchissent à peut-être réorganiser la pyramide, s'inspirer du format du Covid, où à l'époque on avait fait jouer d'un côté les amateurs et leur permettre d'arriver en 8e de finale. Arrêtez. Vous allez complètement spolier l'esprit même de la Coupe de France. Alors réfléchissez à sa réorganisation. Déjà, c'est remettre les 16e de finale le week-end. Déjà, parce que la Coupe de France, sur les premiers tours, c'est là où il y a le plus de clubs amateurs. C'est donc le week-end qu'il faut jouer. Simon, je te vois... Non, mais j'entends encore une fois, tu sais, si tu as le malheur de dire que ça ne te branche pas, tu passes justement pour celui qui n'aime pas ces gens, qui ont un boulot à côté, qui, tu vois, sans aucune empathie, qui s'enthousiasment pas pour l'exploit, justement, sportif. Je trouve que Jeannot l'a sous-entendu, là, à la fin. Le produit, il est mal vendu, de toute façon. Je veux dire, moi, j'ai grandi à une époque où la Coupe de France, tu te tapais tous les matchs sur TF1. Je veux dire, il y avait un moment, sans se vautrer dans les clichés je sais pas sur TF1 comme c'est le cas aujourd'hui. Il y en avait plus que ça, c'était gratuit en tout cas. Je veux dire, maintenant, non, mais par contre, tu sais plus la regarder. Si tu la regardes sur BeIN et tu regardes sur France Télé pour le match produit avec moins de moyens que le championnat. Ça, c'est une autre histoire, c'est leur problème. Mais la mise en valeur est pas... Non, mais ce qu'il faut aussi attendre, c'est que peut-être une chaîne gratuite s'intéresse à la Coupe de France, parce que c'est une meilleure vitrine. Mais aujourd'hui, quand tu vois que BeIN prend le pari de programmer Espali, PSG, tout le monde était en train de se dire mais ça va être une boucherie. Non, mais ils ont tenté le coup, ça a marché. Ils ont programmé en décalé pour le 8e de finale Bourgoin-Reims. Peut-être que ça marchera aussi et qu'il y aura à la clé une surprise. Je pense qu'il faut réfléchir à ça, la manière dont tu vas utiliser la compétition pour le public qui a envie de la regarder, qui a envie de la suivre. Après,
tu crées l'événement à partir de la demi-finale et de la finale. Mais quand j'entends certains dirigeants du côté de la fédération dire « Oh là là, Marseille éliminé, oh là là, Rennes éliminé, oh, ça va être une purge, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais non, c'est comme ça, ils n'ont pas volé. Ouais, Fabien, ils peuvent se permettre de faire ce choix-là, mais t'imagines mal France Télévisions choisir Bourgoin à Lyon plutôt que OM Lille. Bah, tu vois, ils ont diffusé Lille-OM, tu vois, par exemple, France Télé, alors que tu vois, ils ont pris Le Mans Paris Saint-Germain, là, pour les 8e de finale. Ouais, parce que le PSG, tu vois. Bah oui, mais on passe le temps à dire que la Coupe de France, c'est la mise en avant des petits clubs, etc. Mais en clair, finalement, c'est pas les petits clubs qu'on diffuse non plus. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est la mise en avant, elle est pas mais parce qu'il faut réfléchir en accord avec à la mise en avant, comme tu dis, avec peut-être des chaînes en clair qui auraient envie d'investir. Mais investir, ça veut dire quoi? Ça veut dire payer un ticket d'entrée. Il faut rester raisonnable, puisque de toute façon, durant toute la campagne des élections de la Fédé, on a entendu qu'il y avait 100 millions d'euros qui avaient été donnés par an par Nike et que le football amateur allait être récompensé. Bah alors donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop d'argent sur la Coupe de France ou sur le diffuseur. Faisons-en une fête. Voilà. On voit dans le chat, Jeannot, vous êtes une légende. C'est moi qui le dis. C'est l'âge qui fait ça aussi. Est-ce que d'ailleurs la Coupe de France t'a offert tes meilleurs souvenirs de commentateurs foot Oui, il y en a un, il est récent. 2023, le 5-1 entre Toulouse évidemment. et Nantes. J'ai pas dit de supporters, j'ai dit de commentateurs. Attends, c'est quand même la finale de Coupe de France la plus prolifique de ces dernières années. Enfin, le scénario est un scénario de dingo. Je me rappelle avoir commenté le match avec Pierre-Yves Leroux, qui est quand même le côté nantais. Moi, j'étais le côté toulousain. On s'était pas caché là-dessus. À 9h30, j'ai cru qu'il partait Gare Montparnasse prendre un train pour rentrer à Nantes, quand même. Je suis pas sûr que c'était son meilleur souvenir à lui. Ça, c'est sûr. Bon, voilà, ça fait des moments un peu particuliers. Non, mais il y a Calais aussi, le parcours de Calais. C'est les parcours de Calais, de Carquefou, des Herbiers. Il y a eu des choses. Par rapport à ce qu'on vend, finalement, on les retient évidemment ces parcours-là. Mais est-ce que c'est pas trop rare par rapport à tout le reste? Parce que finalement, c'est quand même très souvent un club de Ligue 1 qui finit par gagner. Le PSG, pour ne pas le citer. Et finalement, c'est très ponctuel, ces surprises, ces épopées dont on parle trop ponctuel. C'est normal, c'est logique quelque part. Ils sont pas programmés pour être en finale de la Coupe de France. Une des finales les plus compliquées, ça a été le Rennes-Paris Saint-Germain avec la victoire de Rennes au tir au but. Comme quoi, tu peux aussi éliminer le PSG. Alors c'est vrai que les dernières années, pour que ce soit gagné par Nantes en 2022 et par Toulouse en 2023, c'est que le PSG avait été éliminé avant. Donc, ou tu élimines le PSG avant, ou tu le bats en finale. Ça reste des scénarios un peu particuliers. Mais pour un club amateur d'arriver, déjà, même en quart de finale, c'est un exploit. D'arriver en demi et d'aller chercher une finale. Alors quand je dis un club amateur, les Herbiers étaient en national, Calais était en CFA en 2000, mais c'était plus amateur Calais que les Herbiers, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient salariés, parce que championnat de national à l'époque. Mais ça permet aussi de montrer que seul le football est capable de faire ça. On l'a essayé au rugby, une boucherie. On l'a essayé au basket, irréalisable. Au handball, j'en parle même pas. Il y a que le foot. Il y a que le foot qui te permet de dire, à un moment donné, un petit club peut battre un gros club. Voilà, c'est tout. Ponctuellement, c'est possible. C'est l'ADN de la Coupe de France. Mais après, est-ce que ce David contre Goliath, il s'efface pas petit à petit au fil des années avec des clubs amateurs qui se professionnalisent de plus en plus et des clubs pros qui se détachent un petit peu de cet objectif Coupe de France et qui vont aligner peut-être une équipe B, C. Il y a des clubs qui grandissent grâce à la Coupe de France. T'as des clubs qui se cassent la gueule à cause de la Coupe de France. Et on parlait de Calais, c'est ce qui s'est passé avec Calais. Les Herbiers ont souffert, Carquefou ont souffert. Voilà, il faut pas s'enflammer. Il faut rester les pieds sur terre et se dire que quand tu réalises un parcours en Coupe de France, je vois que Espali, je crois que c'était la moitié de leur budget le match contre le Paris Saint-Germain, ce qu'ils allaient pouvoir récupérer tant en billetterie que le financement tour par tour de la fédération. Quelque part, faut rester modéré, faut récompenser les joueurs parce que ça, c'est normal. Et après, se servir de ça pour grandir. Il y a des clubs qui, grâce à leur parcours de Coupe de France, ont réussi à devenir professionnels. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est en avant Guingamp. Guingamp, ça a démarré comme ça, avant de devenir un club professionnel. C'est ça, mais c'est quand même l'exception. Il y a Quevilly qui a grandi un peu. Oui, qui a grandi, qui est allé un peu en Ligue 2, effectivement. Il y a Amiens, je crois, qui était en national quand ils vont en finale. Et ça s'est un peu amélioré. Mais je veux dire, sinon, derrière, tu vois, à la fin de la kermesse, c'est compliqué. Tu sais très bien que le club pro ou les clubs pro, je me rappelle de l'époque de Giroud avec Auxerre, ils ont essayé à un moment donné de la faire à l'envers en disant on met pas
a 2 divisions d'écart, mais 2 niveaux d'écart. On fait en sorte que le club professionnel reçoive le club amateur. Ben non, c'est pas la même chose. Alors après, j'entends le problème des pelouses, le problème des stades. Ça, c'est un vrai problème. Mais c'est pas la qualité de la pelouse qui a fait que Espali a ouvert le score dès la 3e minute contre le Paris Saint-Germain. Non, c'est une cacahuète du défenseur. Je veux pas trop l'accabler, parce que c'est un jeune Titi parisien, mais son positionnement, il était en retard, il a touché le ballon, et la tête derrière de Keshi qui met un 0 au PSG. Voilà, c'est une façon de voir les choses, mais il ne faut pas que ce soit réducteur sur justement le fait que les niveaux sont larges parce que la qualité de la pelouse n'est pas bonne. Non, mais moi, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'en France, on a un vrai problème au niveau des stades, au niveau des terrains. Quand tu vois qu'il y a les clubs de Ligue 1 qui ont des installations correctes, les clubs de Ligue 2 aussi, mais après c'est fini. Après c'est Après, c'est compliqué. Inférieur, quand tu vois qu'un club de foot est obligé d'aller jouer à Montferrand, dans un stade de rugby, avec en plus des conditions météo pas toujours évidentes, et une pelouse qui est chauffée, tu sais que la pelouse chauffée, c'est pire que le gel. Hein. Ça va être dur, très très dur, et c'est ce qui s'est passé avec Paris. Quoi. C'est évident que tu te retrouves avec ce genre de positionnement, mais... c'est encore une fois l'ADN de la Coupe de France. C'est l'essence même de la Coupe de France, que tu nous as très bien raconté d'ailleurs. Merci beaucoup, Jeannot. Avec grand plaisir. D'avoir été avec nous, ce que tu vas commenter. Tu sais déjà ce que tu commentes en 8e de finale ou pas? Pour l'instant, je suis en attente de confirmation pour Bourgoin-Reims. Voilà. T'as choisi ou vraiment? Ouais, je veux le doigt. T'as une petite piécette là sur celui-là. C'est le match qui m'intéresse. Le Mans PSG, pour raison perso, je peux pas le faire parce que je suis pas dispo. Mais par contre, Bourgoin-Reims, ça m'intéresse. Après avoir fait Calais, après avoir fait tu te Espali, dis pourquoi pas? Ça peut être celui-là. Je vise surtout les clubs amateurs et les épopées pour justement être un petit peu au cœur de les fameuses belles histoires dont on aime Simon, parler. Il hausse les sourcils encore, Simon, c'est fou. Je suis pas contre le fait demain d'être en ville. Jeannot, tu vas nous faire croire que tu hésites avec un match entre deux clubs amateurs quand même. Tu t'es dit peut-être... Non, mais la programmation du mercredi ne me permettait pas. Mais, mais oui, j'hésitais entre 2 clubs amateurs. Ok. Mais c'est ma façon de voir l'esprit Coupe de France et l'envie de suivre justement les clubs amateurs. Mais je suis content d'être à Anfield demain pour Liverpool-Lille, il n'y a pas de problème. Hein. Ah oui, là, c'est pas la même chose. Ouais, mouille-toi la nuque un peu, Jeannot. Voilà. Allez, je te redonne la place. Merci beaucoup, Jeannot. Merci, Jeannot. La voix du foot sur RMC qui était avec nous, Jeannot Rességuier dans RMC Sport Club. Ça n'a pas permis à Simon de changer d'avis malgré tout. Il n'a pas convaincu. Mais c'est pas grave. Mais Jeannot le disait, on l'aura tous les ans ce débat-là. Oui, il pas, revient, mais tu sais quoi, il y a eu je sais pas si vous avez vu la petite vidéo qui est passée des joueurs de Div Cabourg au moment du tirage au sort qui sont ultra déçus de tirer Cannes en 8e de finale. Et tu te dis, ils ont quand même dit c'est le pire tirage qui pouvait nous arriver, ça ne va pas dans le sens du foot amateur, c'est dommage, ça fout les boules, on voulait taper une grosse équipe de Ligue 1, on tombe sur une N2. Non mais encore une fois, à la place des joueurs, t'as envie, voilà, évidemment. Tu vas jouer un Tour de Coupe de France. Oui, mais t'as envie de t'offrir le match de ta vie, comme a dit Jeannot tout à l'heure. En fait, je pense que tu vois, il y a un truc culturel. Donc c'est juste une façon de se montrer, en fait. Mais c'est un ensemble. T'as envie que Jeannot Rességuier soit là pour commenter ton match, tu vois. T'as envie qu'il y ait les caméras, t'as envie qu'il y ait des médias, t'as envie qu'on parle de toi. C'est normal, et t'as envie de te faire des souvenirs pour. Après, moi, je suis d'accord. En fait, je comprends ce que tu veux dire, Simon. Tu sais quoi, je vais faire un pas vers toi, c'est important. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose là. Je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de caricature aujourd'hui autour de la Coupe de France. Mais il y a cette caricature parce que c'est très culturel à la France. Le fameux David contre Goliath qui fait marrer tout le monde, et vous avez raison. Mais en fait, c'est ce que les Français veulent voir. Les Italiens n'ont pas le même rapport à la Coupe. Les Espagnols n'ont pas le même rapport à la Coupe. Alors, les Anglais, c'est encore un petit peu différent. Mais tu regardes dans tous les autres pays, et on va prendre même des voisins, les Belges. Les Belges en ont rien à faire de la Coupe de Belgique, si tu veux. Donc je pense que c'est aussi une promesse qui parle au grand public. On parlait de Calais 2000 tout à l'heure. C'est une équipe, après la Coupe du Monde 98, après la popularisation du football dans notre pays, justement, c'est une équipe qui a parlé à beaucoup de gens et à des gens qui ne suivaient pas le football, justement. C'est ça qui est intéressant, en fait. Ouais, c'est une question de représentation. On se représente plus dans des gens qui font des métiers à côté que dans des gens qui touchent des millions, peut-être. Oui, mais est-ce que c'est ce que tu recherches quand tu regardes du foot, tu vois? Je sais pas. Si c'est cette identification-là que tu recherches. Toi, tu recherches de la Ligue 1. Non, mais ça dépend. Personnellement, ça dépend. Encore une fois, ce que je reproche, c'est qu'on essaie de nous vendre ça.
comme si on était censé kiffer autant que sur une demi-Ligue des Champions, tu vois, parce que les petits... Et moi, je dis non. C'est un plaisir différent. T'aimes le foot de haut niveau, tu vois pas le même spectacle et t'as pas les mêmes émotions, encore une fois. Et en effet, tu vois, genre, moi, mon daron... Mais on te force pas, mais les gens dans les petits villages, ils vont plus kiffer parce que... c'est ce que mais mon daron, il peut plus blairer le foot pro, tu vois. Ça, il trouve qu'il y a trop de pognon, que les mecs ont plus rien à raconter, que ils sont dans leur bulle. Et ça le réconcilie pas avec... Ah, mais en revanche, quand il voit si le PSG se fait taper par un club amateur, il va être devant sa télé à applaudir des deux mains. Il va passer un bon moment, tu vois. Mais je pense que c'est une façon, en effet, d'intéresser au foot des gens qui, en effet, bloquent plus leur soirée pour regarder des matchs de plus haut niveau, quoi. Après, il y a une réalité aussi de l'expérience spectateur, et je suis désolé, c'est le pire des arguments, mais aujourd'hui, je suis dans un stade de Ligue 1, je bois une bière sans alcool, je fume, j'ai pas le droit de fumer une cigarette, faut que je sorte du stade, etc. Et je ne peux pas, je ne peux pas discuter. Je peux pas discuter avec le spectateur devant moi parce qu'il est en train de faire un selfie, parce qu'en fait le foot c'est qu'un prétexte pour sa soirée du vendredi. Je peux plus craquer un fumier. Voilà, et après on vous laisse bien sûr dans le chat alimenter la suite de cette discussion de ce qu'on peut faire et pas faire dans un stade de foot aujourd'hui. Mais voilà, moi j'avoue que j'y trouve un certain. Exactement, c'est ça, exactement. Bon, on va essayer de vous mettre d'accord, messieurs, avec le quiz qui est donc consacré suspense à la Coupe de France aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts aussi dans le chat. On attend parce que des fois les gens au plateau ne trouvent pas la réponse et c'est vous dans le chat qui nous donnez la bonne réponse. Il y aura 10 questions, messieurs, on va essayer d'être efficace. Le PSG est le club le plus titré de l'histoire de la Coupe de France. Oui, mais avec combien de titres? 14. 11. Non. 15. Oui. Ok. 15 pour 20 finales. Donc voilà, quand on me dit c'est pas toujours le PSG qui gagne. Ouais, mais sous l'air QSI. Voilà, quand même. Combien, quand même. Quel club, deuxième question, on verra si ça suit dans le chat. Quel club a perdu le plus de finales de l'histoire de Saint-Étienne. Non. Ah ouais? Monaco. Non. Attends. Rennes. Non plus. Oh. Les pauvres, ils en mangent pas beaucoup. Ça semblerait bien. Paris, non? Non. Nantes. Non. On va à l'Olympique de Marseille, alors oui, tout à fait. Marseille, qui a perdu quand même 7 finales de Coupe de France. Perçu que c'était santé, mine de rien. Troisième question. Combien de clubs de deuxième division ont remporté la Coupe de France? 4. Ouais, j'aurais dit 5. Ouais. Non. 2. Oui. Mais qui? Nîmes. Non. Ah non, Guingamp en finale. Guingamp, oui. Et l'autre? On avait trouvé Marseille dans le chat. Pas Guignon? Guignon, ils avaient perdu en finale? Non, Coupe de la Ligue, alors là, indice quand même, on est en 1959. Ah, merci. Après, c'est un club... qui est professionnel aujourd'hui? Tout à fait. Ouais. Ligue 1? Ligue 2? Dunkerque? Le Havre. Ok. Le Havre. Pas si loin que ça. Allez, quatrième question. Ça suit dans le chat quand même, mine de rien. 2, effectivement. Ouais, 2, c'était la bonne réponse. Quel joueur a remporté le plus de fois la Coupe de France? C'est Marquinhos, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais combien en a-t-il remporté, Marquinhos? 8. 5. Non, 6. Non. 6, tout à fait. 6 Coupes de France pour Marquinhos. Attention, cinquième question. Quel club de 4e division a disputé la finale de la Coupe de France en 2000 face au FC Nantes? Oui. Ouais. On en a parlé tout à l'heure, effectivement. Bien joué, bien joué. Ouais. Fallait la trouver. Vous êtes là quand même. Attention, celle-là est plus difficile. Vrai ou faux? En 2017, le PSG remporte la Coupe de France en n'ayant encaissé qu'un seul but pendant toute la compétition en 6 matchs. Ça doit être vrai. Faux? Non, faux. Je me rappelle plus de la finale 2017. Faux, Simon? Faux, elle est faux. Elle est faux, Laura, attention. La réponse est faux, tout à fait. Mais sais-tu pourquoi? En fait, ils n'en ont encaissé, exactement. Ils n'en ont encaissé aucun. Et c'est là, ils l'ont fait 2 fois en 93 et donc en 2017. C'est la seule équipe. Belle édition en 2017. À l'avoir fait. Voilà. Là, je te rejoins pour le coup. Voilà, tu vois. Attends. Parce que là, vous voulez du folklore, on va vous donner du folklore. Quel est le plus gros score de l'histoire d'un match de Coupe de France? Ouf. Attends, mais à partir des 32e ou dès le premier tour? Parce que là, c'était un 16e de finale. Ah. Et pour votre indice, le meilleur buteur du match, un dénommé Stéphane Dembiki, dit Stanis, avait marqué. Le voici. Ah oui. Avait marqué 16 buts dans le match. Attends. J'allais dire 17-0, donc, mais ça doit être un peu plus. Du coup. C'est, vas-y. 24-0. On peut monter. Ouais, 32-0. Oui, tout à fait. 32-0 pour la victoire de Lens ce jour-là face à Obi Asturie. Ça te fait pas rêver, ça, mon Simon? Des beaux souvenirs pour les joueurs d'Obi Asturie. Le club a coulé. Il n'existe plus en 1942.
La dernière finale de la Coupe de France a été remportée par le PSG face à Lyon sur le score de 2-1. Est-ce que vous pouvez me citer les 3 buteurs du match? Je serai incapable. Ça va te donner, vous voyez que ça n'intéresse personne, ça va te donner raison, in fine. Voilà. C'est une finale PSG-Lyon et personne regarde. Kiki de Bondy, non? Il avait dû marquer, non? Non. Dembouz. Oui. Ouais. Et Dembélé. les autres? Vitinha. Lacazette. Non. Vous vous rappelez pas du buteur lyonnais? Il avait marqué plusieurs buts de la tête cette année-là. De la tête? De la tête. Mais tu m'as perdu là. Ouais. Mais si, les amis, un Britannique. Attends. Ah oui. Ah oui. Notre ami ici. Allez dans les chats, aidez-les parce que là. Jack machin. O'Brien. Oui, O'Brien. voilà. Jack O'Brien. Merci. Ok. Et Il le manque un deuxième Parisien. buteur parisien? Non, le voilà, Jake O'Brien. Il est là, Jake. Il est là, Jake. Barcola, non? Tolisso, non. Barcola, non. T'as dit c'est pas Vitinha? Non. Milieu de terrain? Ouais. Terrible. Ah bah dis donc. Ouais, mais ça nous a tellement marqué. Ouais, c'est vrai. Allez, Là, on l'a retenu. Fabien Ruiz, Oui, parce que là, vous me faites de la Merci. peine un petit peu là. 9e question. Quel stade a accueilli le plus de finales de l'histoire de la Coupe de France? Le parc. Non. Stade de Colombes. Oui. Oh, bien joué, Oh, Yves du wow. Manoir. Yves du Manoir. Bien sûr. Tout à fait. Le voici. Regarde, ça, c'est pas folklorique comme stade? Ah si. Bon, après, ça a vite été remplacé, effectivement, par le Parc des Princes et à la suite par le Stade de France. Dernière question, rapidité, celui qui la remporte le quiz. Le Super Banco. Ça, c'est ma règle préférée. J'adore ça. Il n'y a aucune règle, mais la dernière. Exactement. C'est la En fait, faut pas jouer avant ça. Non. Qui est le dernier club de 3e division à avoir atteint la finale de la Coupe Les de France? Herbiers. Les herbiers, ouais. Bien. Oui. Bravo, Kylian. Tu as remporté ce quiz. Ouais. Après le Super Banco. Ah, c'était marrant, vous étiez pas si mauvais que ça. Non. C'était pas Sans si préparation compliqué, et tout. Par les joueurs, ouais, c'était un peu dur. Ouais, c'était un peu plus dur. Allez, on va accueillir Sou pour les premiers paris du soir. Vous le savez, point d'exclamation. Winamax Salut, dans le Sou. chat. Bonsoir tout le monde. Pour profiter d'un bonus pour parier, on vous rappelle aussi le code promo RMC10 pour bénéficier de 10 € offerts en free bet. Salut Sou. Salut, ça va tout le monde? Ça va et toi? Bah j'imagine qu'on va parier foot pour les premières de la soirée. C'est ça. C'est Et toujours une belle transition quand même. Bah oui, c'est Ou tout bien, travaillé en fait. franchement, laisse tomber. J'ai choisi un match qui aurait pu être un match de Coupe de France. C'est Real Madrid, Red Bull Salzbourg. Ah oui, Et carrément. Les amateurs de Salzbourg. que les d'ailleurs. amateurs. Ouais. Ouais, ils sont déjà éliminés. Le Real doit l'emporter pour sécuriser leur place. Et ils sont arrivés au mauvais moment, Salzbourg, qui est en forme. Ouais, oui. Ça va un peu mieux à Madrid. Donc le match va se dérouler mercredi, 21h. C'est le 20e contre le 32e. Victoire impérative de Madrid. Et pour moi, je vois un gros score. Donc pour moi, je vois Madrid gagner au moins 3 buts. Parce que Salzbourg, ils se sont mangés des tôles 3-0 contre Paris. Ils ont perdu 3 ou 4-0 contre Brest. Si Madrid ne gagne pas à la maison 3-0, c'est une anomalie. La magie, on t'a dit. La magie de La magie, mais bon, ils sont... De la Coupe d'Europe. Ouais. J'ai mis Vinicius buteur, parce que je pense que là, il a été suspendu le dernier match. Il va vouloir prouver que voilà, il n'y a pas que Mbappé et qu'il existe encore. Et je vois clairement un penalty, quoi, limite. Ok. Et un Kylian Mbappé buteur à la mi-temps. Très belle cote. Les 3 derniers buts de Mbappé l'ont été avant la mi-temps. Ok. Donc franchement, 3,75 Ok. pour ce my match. Belle cote. Pas trop. Je prends pas trop de risques, mais bon, 3,75 c'est une belle cote, je trouve. Ça dépend si tu poses 10 000 là-dessus. Ouais, c'est toi qui vois. non, arrête Manu. T'aimes trop me faire ça, toi. T'aimes trop me faire ça. Je te jure. Et voilà, 3,75. Ok, bah parfait, c'est noté. Merci beaucoup, Sou. À tout à l'heure. À tout à l'heure Merci, pour Sou. les deuxièmes paris de cette soirée. Allez, le deuxième thème du jour. J'espère que Simon va être aussi chaud que sur le premier. Je sais pas, je vais découvrir de quoi. De quoi ça s'agit? Très bien. Ce jeudi, tu n'es pas sans savoir que la NBA débarque à Paris. C'est l'événement, évidemment, non pas pour un, mais pour 2 matchs, cette fois-ci avec les Spurs de Victor Wembanyama. La NFL, aussi la plus grande ligue de football américain au monde, a annoncé 3 dates européennes pour sa nouvelle saison 2025. 2 matchs à Londres, 1 à Berlin et un tout nouveau à Madrid, à Santiago Bernabéu. Rien que ça, ce sont les Miami Dolphins qui viendront jouer un match de saison régulière. L'UFC, vous le savez, la plus grande organisation de MMA,
vient régulièrement en Europe, à Londres notamment et à Paris, évidemment, c'est un événement à chaque fois. Le trophée des champions en foot délocalisé tous les ans à l'étranger depuis 15 ans maintenant. Canada, États-Unis, Chine, Israël et la dernière en date au Qatar. Alors vous me voyez venir. Bonne ou mauvaise nouvelle pour le sport que de se délocaliser à l'étranger? C'est la question que je vous pose ce soir. Simon. Bonne ou mauvaise nouvelle, moi je vais pas te dire que c'est bon ou pas bon pour le sport, parce qu'on connaît tous les ressorts, on sait ce qui explique ce genre de décision, quelles que soient les ligues, mais c'est les Américains de toute façon qui ont commencé à faire ça, et puis tout le monde a suivi, parce que c'est évidemment de business qu'on parle. Après moi ça me chauffe pas vraiment non plus. Je vais passer pour le pour le cynique de la bande. Ça m'excite pas vraiment. Et je prends l'exemple justement des sports américains. Alors, on va laisser le trophée des champions au placard. Hein, si vous voulez. Merci. Parce qu'en fait, ça n'intéresse personne. Pour toi, on n'est pas sur la même. Non, mais je veux dire, le trophée des champions, c'est absolument grotesque d'aller le jouer là où à l'autre bout du monde. On peut pas dire que ce soit un succès populaire là où. Exactement. Et en plus, c'est un flop à chaque fois. Ouais. Donc bon, on a du mal à remplir les stades. La Ligue fait bien ce qu'elle veut. Après, les sports américains, tu vois, je suis un peu partagé parce que là, évidemment, là, ils sont pas fous. Le commissionneur de la NBA et tous les autres, Wembanyama, ils savent que ça va créer l'événement. D'autant plus, évidemment, cette année. Voilà. Si t'as pas Wembanyama, je comprends pas. Après, ça fait longtemps que la NBA. Ça fait très longtemps. Moi, je me souviens dans les années 90. Vous vous souvenez du tournoi, le McDonald's, je sais pas quoi, Daiquiri et le PSG qui s'étaient fait rouster par les Bulls, Jordan non et les Bulls, bien sûr. Et sauf que voilà, là, t'as Michael Jordan et les Bulls qui débarquent. C'est un événement planétaire. Les mecs, ils vont à nulle part ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ils sortent en limousine et tout. Bon, là, ok, il y a Wembanyama, pourquoi pas. J'ai du mal à. Tu parlais des Dolphins qui vont jouer à Santiago Bernabéu. Je comprends pas bien, tu vois. La NFL, souvent, c'est des équipes un peu claquées au sol, tu vois, qui viennent. En NBA, en vrai, c'est pareil, l'affiche à chaque fois. À Londres, c'était Carolina ou Jacksonville, je sais pas quoi. Bon, quand tu suis un peu la NFL, c'est vraiment une des pires équipes. J'ai du mal à comprendre l'engouement. Pour moi, tu vois, je sais pas. Moi, quand j'ai envie de bouffer au resto, je vais au resto, tu vois. Je fais pas venir le chef à la maison, tu vois. C'est pas assez bien, ça. C'est parce que t'as pas les moyens, c'est pas pareil. Alors, certes, mais si j'avais les moyens de choisir. Non, mais tu vois, pour moi, le décorum. Je vois ce que tu veux dire. Ça fait partie du package quand tu vas à l'étranger, quand tu vas. C'est sûr que si tu vas voir un match au Madison Square Garden, pour pas le nommer, c'est quand même pas la même ambiance que. Pas la même chose que voir les Knicks. Pardon, mais si tu vas à Bercy, tu payes quand même 2000 boules pour voir c'est le même prix. Donc c'est aussi le problème dans cette histoire-là. Mais après, est-ce que tu offres mine de rien quand même l'opportunité à des gens qui, oui. Mais tu offres l'opportunité à des gens de voir Wemby. Si t'enlèves Wemby. Oui, ce match-là, tout le monde s'en fout en fait. Regarde l'année dernière. C'était qui je me rappelle plus la fiche. On sait pas. On s'en fiche. Ça fait un flop total. Les places se sont arrachées. Tu vois ce que je veux dire? Oui, certes, pour voir un spectacle qui n'en est pas un, parce que les joueurs à l'époque de Jordan, ils en faisaient un ou deux des déplacements comme ça. Ils avaient, là, les mecs, ils sont débordés dans leur calendrier. Ils ont des matchs tous les 2 jours, ils doivent faire des déplacements aux 4 coins de la planète pour faire des pseudo-événements. Déjà juste les déplacements aux États-Unis. Mais évidemment, pour faire des pseudo-événements avec des fans qui sont déjà ultra obsédés par leur sport, ça ne changera rien que les Spurs viennent ça change Paris. pour les supporters, tu vois. Mais les supporters, Paris, t'as des mecs qui peut-être jamais de leur vie auront la thune pour aller aux États-Unis voir un match. Mais même en France, il y a des gens qui auront jamais la thune de voir Wemby en France, parce que quand tu vois le prix que ça a été décidé pour un match des Spurs, c'est destiné à des gens qui ont les moyens d'aller voir ça. On avait le prix des c'est 2 000 € le premier rang. Le premier rang, c'est 2120 €. C'est 65 la moins chère, mais à visibilité réduite. Et Wemby, tu le vois en taille d'un Playmobil. Alors qu'il est grand. Et tu le vois mieux à ta télé. Ouais. Donc, oui, mais après, tu pourras dire. J'ai vu Wemby. Voilà, j'ai vu jouer Wemby, ou j'ai assisté à un match de NBA dans ma vie, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, tu vois. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Manu. Mais... Moi, je suis pas fermé sur les délocalisations à partir du moment où on respecte l'ADN du sport et la culture du sport. Moi, par exemple, je suis pas un grand aficionados de NBA. Par contre, il y a un truc que je reconnais, c'est que cette semaine, on va parler que de ça. Ouais. Il va y avoir des événements autour du match. Wemby va faire tout un tas. Avec le PSG, je crois. Il va se passer plein de choses. T'as plein de boutiques, de marques, d'enseignes qui vont accueillir certains champions. C'est quand même rare pour le public français. Et je pense à tous les aficionados de NBA de se dire
bah voilà, on a accès à ça, tu vois. Oui, ça coûte cher, mais de toute façon aux États-Unis ça coûte tout aussi cher. Là pour le coup ils ont respecté, tu vois, l'esprit, la culture du sport, tu vois. Il y a pas de souci. C'est la full expérience. C'est la full expérience, c'est exactement ça. Et je suis d'accord avec toi. Si tu vas voir un match de basket au Madison Square Garden, forcément tu seras pas dans le même écrin, on va dire, en allant du côté de Bercy. Mais au moins on a cette ouverture là, et c'est cool parce que la NBA c'est un produit. Et c'est pour ça qu'on parle d'un business qui est worldwide aujourd'hui. Et c'est cool qu'en France on ait un match dans la saison. C'est moins cool pour l'intégrité physique des joueurs et les déplacements, etc. Ça, c'est une certitude. Problématique. Je pense que c'est pas le pire des exemples. Le pire des exemples, moi aujourd'hui, c'est la Formule 1. On en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure. 90% de l'audience est en Europe et on va avoir un calendrier qui va être à 75% mobilisé hors de l'Europe. Là, par contre, on trahit. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et là, on va trahir la base et le socle, on va dire, d'un sport. Moi, de voir les frères Buffer faire l'entrée des pilotes sur la piste, ça me pompe l'air. De voir que sur un podium, on prend pas de champagne parce que c'est interdit, mais de l'eau de rose, ça ressemble absolument à rien. Et on va même parfois travestir encore plus les règles ou la manière d'opérer ou la manière de faire. Et là, par contre, c'est quand le business prend le pas justement sur le sport, et moi, ça me gêne. Maintenant qu'on délocalise de manière épisodique pour aller s'ouvrir, on va dire, à d'autres publics qui ont le droit, eux aussi, on va dire, de profiter, on va dire, du spectacle, moi, je trouve pas ça dérangeant. Mais il faut faire attention toujours au juste équilibre. Ouais, ça dépend peut-être de... Surtout qu'avec les conséquences écologiques, etc., ça va être impossible de trouver un équilibre dans le futur pour des sports, sans parler de la NBA qui font des allers-retours en avion tous les 4 matins. La Formule 1, c'est pareil. Le tennis, c'est pareil. C'est très difficile de trouver un juste milieu entre business, développement du sport et d'un autre côté, faire attention à tout ce qui est intégrité des joueurs, conséquences écologiques. Il y a beaucoup d'hypocrisie en fait derrière tout ça. Ah bon? Oui, parce que là, on va parler de la NBA pendant une semaine, mais on va absolument pas parler de tous les côtés négatifs de ce que ça apporte que la NBA vienne en France. Surtout, Kylian, il ne faut surtout pas parler d'autre chose que tu as le droit de parler de pognon, éventuellement, parce que les sportifs américains, tu sais, ils disent toujours c'est du business et tout, machin. Oui, puis eux, ils en parlent et nous, on en parle pas. Aux États-Unis, on a le droit de parler, on ose parler pognon, mais souviens-toi, parce que c'est au Japon, hein, les premières délocs, tu sais, des sports américains, machin, dans les années 70, machin. Et il y a eu l'Europe, mais évidemment, les nouveaux marchés, ils sont où? Genre la Chine, un coucou, alors, vous êtes combien? Ah, ça nous intéresse, on vient. Et tu regardes, là, c'était, tu sais, il y avait déjà des liens parce que il y avait Yao Ming, tu sais, le joueur chinois qui a été une méga star quand même en NBA. Du coup, les Houston Rockets, machin, tout le monde voulait les voir, même alors que lui jouait plus là-bas. Ils partent en tournée, je crois que c'est... Mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et en arrivant, il y a Daryl Morey, le GM des Rockets, qui a le malheur de donner un mot de soutien. Non, je crois qu'il tweet un truc de soutien, tu sais, pour les manifestants à Hong Kong, tu sais, contre le régime chinois. Carnage diplomatique, le mec obligé de s'excuser. Du coup, aux États-Unis, les mecs vont debout en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous trahissez les valeurs de l'Amérique. » Incident diplomatique. Donc, en gros, t'as compris, t'as le droit de parler pognon, éventuellement de faire rebondir la balle, de jouer ton match, et surtout de la fermer. Tu joues et tu te tais. Donc bon, tu vois ce que je veux dire, ça, t'as même pas le côté, je sais pas comment le dire, mais tu t'imprègnes de la culture. Ils ont pas le temps, les mecs, de toute façon, ils sont pas là pour ça. En vrai, je pense que si tu poses la question aux joueurs, ils vont te dire que ça les fait chier. Hein. Enfin, sauf Wembanyama, parce que peut-être il se dit, bon, allez, je vais aller voir mon public français et tout, mais les autres, je pense là, il y a que Paris, peut-être que les mecs, ce que je veux dire, crois-moi que les quinries, la semaine qu'ils vont passer à Paris, t'en entendras parler la semaine prochaine et tu verras qu'ils ont profité comme pendant les Jeux Olympiques. Oui, mais jouer à Paris, en fait, c'est de jouer. Ils s'en fichent de jouer là ou de jouer chez eux. Ça les fait plus chier. Ils ont le décalage dans les jambes. C'est ça, ouais. Enfin, sur le terrain, qu'est-ce que tu veux qu'ils se donnent à fond devant un public qu'ils connaissent pas? Il y a 15 000 personnes chauffées. Enfin. Ouais, mais il y a une culture NBA en France. Tu vois, on peut pas le dire. Et surtout à Paris, il y a une vraie culture NBA. Moi, ça me dérange plus, tu vois, quand un sport va dans un pays qui n'a pas la culture. Tu vois, typiquement, alors, désolé de prendre cet exemple, c'est pas le meilleur. Le trophée des champions, moi, je l'ai pas regardé. Mais il y a une image qu'on a tous vu passer, c'est ce stade vide au bout de 15 minutes de jeu, tu vois. Et ça, par exemple, ça me dérange. Alors après, on nous a expliqué que c'était culturel pour les Qatariens d'aller au stade en retard. Apparemment que c'était... Bon, écoute, c'est comme ça, j'ai pas envie d'y croire, mais c'est comme ça. Chacun sa culture. Chacun son analyse sur le sujet. Mais moi, je pense que voilà, quand dans un sport, il y a une certaine culture ou appétence justement pour la discipline, pourquoi pas le faire de manière raisonnée, tu vois. J'étais un des premiers à critiquer la Coupe du Monde au Qatar. Je viens de critiquer le Trophée des Champions, mais on va prendre un autre, une plus illustre compétition. Les gens qui ont été sur place te disent tous que l'organisation était au top, que... alors, sur l'écologie, on reviendra. Sur les droits de l'homme, on pourra en discuter. Il n'y a pas de souci. Je mets pas, je balaye pas ça. Je mets pas le sujet sous la table. Mais quelque part, tu vois, les sportifs qui ont été, les journalistes qui ont été,
te disait ouais, c'était un événement extraordinaire parce qu'il y avait une proximité entre tout, parce qu'il y avait une vraie ambiance, parce que ci, parce que ça. Donc j'ai envie de le croire. Mais quand tu emmènes des sports dans des pays qui n'ont absolument pas la culture, l'ADN, que ce soit dans l'ambiance, au stade, la manière de consommer, etc., là c'est de la confiture au cochon. Mais moi je suis bien d'accord, juste pour compléter, parce que je suis d'accord avec toi, il y a vraiment une culture qui s'est construite en France, grâce à tous les mecs, les pionniers, les Tony Parker, et ce que tu veux, en France. Il n'y a qu'à voir quand le diffuseur fait des soirées NBA, je sais pas quoi, dans des gros cinémas ou quoi, c'est un succès machin. Ouais, à chaque fois. Mais bon, donc pourquoi pas la France, d'autant plus effet Wemby. Mais tu vois, la NHL par exemple, la Ligue de hockey, ils vont jouer en République tchèque, ils vont jouer en Suède. Bon, c'est des endroits où ça joue au hockey, où ça connaît le sport, tu vois, les gens, et où beaucoup de joueurs de ces pays sont des stars du championnat. Mais tu vois, l'annonce qui a été faite de la NFL, tu vois, tu vas déjà à Londres depuis longtemps, même à Londres, franchement, tu regardes les matchs, moi je regarde beaucoup la NFL, tu regardes les matchs à Wembley, honnêtement, même l'acoustique est pas pareil, tu vois. Mais ok, il y a une culture, mais t'as pas le fan ricain, tu vois, un peu surexcité. Est-ce que ça se construit pas? Tu vois, moi je disais du coup justement, et pourquoi ils ont choisi Bernabéu et pourquoi ils ont choisi. C'est pas anodin qu'ils choisissent que ce soit. Parce que le hispanique, ils espèrent que ça va résonner. Il y a une espèce de lien. T'as aussi l'Espagne qui essaye de développer son équipe de flag parce que le prochain JO à Los Angeles, il y aura une équipe de flag. Madrid fait beaucoup de soft power aussi. Oui, exactement. Ils essayent de créer, de trouver. T'as raison, le flag à LA, peut-être que c'est une des raisons qui expliquent que ça me paraît moins loufoque en Espagne. Je pense que si tu fais ça en France, tu vois, la NFL en France, je suis pas sûr du succès tout de suite, en tout cas. Peut-être que ça se construit aussi au fur et à mesure. Eux, ils cherchent leur futur public comme ça. Mais tu vois, on parlait de trophée des champions et tout, et de la Chine notamment. En France aussi, on a adapté des horaires de match pour que ce soit visible aussi en Chine. Tu vois ce que je veux dire? Quitte à, et je te rejoins sur la Formule 1, quitte à léser un peu ton public de base, parce que nous, regarder un match à 13h un dimanche après, ça fait chier quasiment tout le monde. Et ça fait chier les joueurs, les premiers, parce que c'est pas un horaire auquel on joue. Mais en NBA, c'est pareil. Ils ont programmé des matchs à 16h heure locale pour qu'on puisse le voir en Asie. Et eux, c'est pareil. Ils n'ont pas l'habitude de jouer à 16h. Donc là, je te rejoins parce que du coup, tu oublies complètement les acteurs premiers déjà de ton sport, et en plus, les premiers spectateurs ou fans que normalement tu considères que hop, eux, ils sont dans la poche de toute façon et on va aller en chercher d'autres. Mais est-ce que tu risques pas de perdre les tu fausses un peu l'équité sportive parce que c'est des matchs de saison régulière. Au début, c'était que des matchs d'exhibition et tout. Alors que maintenant, les matchs ou non. Ah bah c'est ça, c'est-à-dire que les Dolphins, d'après ce que j'ai compris, ils vont jouer leur match à domicile à Bernabéu. Ce sera l'équivalent d'un domicile pour eux. Quand tu connais l'importance du le home advantage, tu vois, aux États-Unis. Là, c'est considéré comme aux Spurs là. À Paris? Ce serait mieux pour eux. A priori, c'est Wemby qui va jouer. Même s'ils jouent à l'extérieur, ils seront à domicile en fait. Donc l'équité, elle est mise à côté, quoi. Oui, puis même, tu le disais, par rapport au rythme pour les joueurs, parce que là, les deux équipes vont quand même faire un aller-retour de ouf entre les États-Unis et Paris, pendant que les autres, ils sont toujours aux States, tu vois, et que dans quelques jours, ils vont rejouer, parce qu'on connaît la cadence infernale en NBA où les matchs s'enchaînent, etc. On peut se poser la question. Maintenant, si je vous donne là un billet pour aller jeudi soir voir les Spurs face aux Pacers, vous y allez pas? On y va tous, je pense. Et pourtant, je te dis, moi, je suis pas fan de NBA, mais par curiosité. Simon, sois honnête. Alors, peut-être. T'es pas honnête. Non, mais tu sais quoi? La première fois que je suis allé à New York de ma vie, j'ai un copain qui m'a. Bon, j'avais prévenu que j'étais là. Et il m'a proposé d'aller au Barclays Center, c'est la salle des Nets, tu sais, qui venait de se relocaliser à Brooklyn. Ben, j'ai refusé parce que je lui ai dit. Moi, le premier match que je veux voir, parce que je suis un fan des Knicks, j'ai dit le match de NBA que j'irai voir, ce sera au Madison Square Garden. J'avais pas envie d'aller au Barclays Center avant d'aller au Madison. Le moyen de refuser. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'à un moment, quand on te propose, on y va, quoi. Mais j'avais. Non, mais t'as un puriste. Non, mais ça tombe bien, je n'ai pas de place à t'offrir. Mais la question, c'est est-ce qu'il a vu un match des Knicks? Est-ce que tu as vu un match des Knicks au final? Au final, non. Toujours pas. Un jour. Ça, mais c'est en terrible. Tout cas, le premier match que je verrai à New York, ce sera un match des Knicks. C'est bien la conviction, moi. T'aurais pu huer les Nets aussi. C'est vrai. En plus, ils avaient une grosse équipe à l'époque. Ils construisaient, mais bon, non, voilà, c'est un choix, tu vois. Le cœur a parlé. Allez, Sou est de retour pour les deuxièmes paris de la soirée. Sur quoi on va parier? Un petit peu de tennis, c'est ça? Non, ça sera tout à l'heure. Non, du hand. Ah, ok. Basket, non, t'avais pas de basket dans ta pocket? C'est ça. D'accord. Bah alors du hand, pourquoi pas? Je vais partir sur du hand. Donc c'est l'ouverture du championnat du monde qui se déroule Danemark, Croatie et le dernier je l'ai plus.
c'est sur 3 pays. Norvège. Norvège. Et j'ai choisi le match de l'équipe de France. Donc, après cette élimination au Géo compliquée, on va dire, je pense qu'ils vont vouloir remettre le bleu de chauffe. Voilà, c'est ça, le bleu de chauffe. Et j'ai choisi le match Hongrie-France. Une équipe hongroise, ces derniers temps, on joue pas mal contre eux et on a un peu de mal. Début de compétition, pour moi, les automatismes ne sont pas encore là. Et je vois quand même la Hongrie les embêter. Donc c'est pour ça que je suis parti. Non, je suis parti sur une cote la Hongrie avec 5 buts d'avance. C'est-à-dire que la France peut gagner, mais ils peuvent gagner que de 4 buts. Et si on met cette cote-là, ça passe. Elle est énorme en plus, non? Non, c'est 1,72. Ok. C'est juste parce que j'ai mis. Je voyais les gains, pardon. Non, ça va. Ça va. Après ça va rentrer dans un combiné. Mais... Ouais. 1,72, c'est une bonne cote, je trouve. Oui, c'est. Voilà. On est prudent. Ça donne envie de jouer en 72. Ouais. Ça se tente en tout cas. C'est ça. Ouais, carrément. Ok, merci beaucoup. Merci Sou. À tout à l'heure. Ouais, pour les derniers. Ce sera du tennis cette fois ou pas? Du tennis, ouais. Okay. Gros match. Gros match, très bien. Parce que ça tombe bien, parce qu'on va parler tennis. C'est peut-être pour ça que j'anticipais un petit peu. La transition. Vous avez. Un métier, hein. Ça se travaille, hein. Tu sais bien. Les meilleurs joueurs de l'histoire du tennis français. Je le précise encore une fois pour les gens qui nous regardent, pour pas se faire taper sur les doigts, que le top 5 est quelque chose de très subjectif, c'est quelque chose qui nous touche. S'il y a des joueurs qui pour vous sont les meilleurs de leur sport mais qui ne figurent pas dans ce top 5, ne criez pas au loup, c'est normal. C'est peut-être juste que, voilà, Simon n'a pas le même âge que nous, par exemple. Voilà. Je suis un boomer, c'est ça? Merci, j'attendais. Allez, tu sais quoi, Simon, on va démarrer par toi. Du coup, par ton top 5, c'était le top 5 des meilleurs joueurs français de l'histoire de tennis, hommes et femmes confondus, d'ailleurs. Ouais, alors, parce que j'ai mon top 4 en tête, j'ai plus le 5. Ah, il est là. Bon, alors ça va. Alors, sur quoi on va s'arrêter? Je regarde de loin. Fabrice Santoro, donc. Ah oui. Okay. Alors déjà, j'aime bien parce que tu as mis 2 femmes en tête. On va Amélie Mauresmo, je n'étais pas le seul à l'avoir mis d'ailleurs en tête. Voilà, je vais pas la défendre. Bon, ça paraît assez logique. Vous n'avez pas l'air surpris, non? Non. Fabrice Santoro, oui, C'était quoi le style, le panache Oui, moi, mon idole au tennis, toute génération, c'est Pete Sampras. Et Pete Sampras, il avait surnommé The Magician. Donc voilà, c'est un mec qui faisait sur un court des choses que les autres faisaient pas et qui arrivait à créer des instants de magie. Certes, il n'avait pas la puissance, il n'avait peut-être pas forcément l'endurance à mesure parce qu'il a duré sur le circuit. Ouais. Donc forcément, à mesure que la balle s'est alourdie sur tous les cours face à tous les mecs, il a plus eu les armes pour exister au plus haut niveau. Mais bon, c'est 804 semaines sur 880 possibles dans le top 100 à partir de son entrée sur le circuit. Donc c'est un mec qui a toujours été là. Régularité. On oublie le fait que ça a été un des meilleurs joueurs du monde en double. C'était un joueur extraordinaire. Et voilà, une main, un toucher, un mec qui m'a fait rêver et qui a obtenu le respect de ses pairs. Alors certes, parmi ceux qui l'accompagnent dans mon top 5, il a peut-être en effet moins de succès. Henri Lecomte, c'est pareil, c'est un petit peu subjectif aussi, parce que non, mais tu vois, c'est la finale de Coupe Davis 91, puis ce qu'il a fait sur la fin de sa carrière. En effet, il a fait finale à Roland, je crois, mais pareil, c'est un mec dont le talent aurait mérité, je pense, un peu plus de résultats. Et puis Tsonga, voilà, c'est Open d'Australie 2008, 3-7-7 contre Nadal, qui n'était pas encore la légende qui est devenue, mais pour moi, voilà, avec beaucoup de regrets, mais c'est un mec qui a existé, qui a regardé droit dans les yeux les Federer, les Nadal, les Djoko, les Murray. Certes, au début du règne de ces quatre-là. Il tombe dans la pire génération. Clairement, c'est sûr. En fait. Donc, mais voilà, c'est ce qu'on a eu de plus consistant, de plus sérieux au très haut niveau. Voilà. Et moi, ça m'intéresse quand même parce que pourquoi Amélie Mauresmo devant Marie-Pisse? Pourquoi pas l'inverse? Mauresmo, elle a été numéro 1 mondial. C'est le petit plus, quoi. Parce qu'en termes de palmarès, globalement. Moi, je préfère Marie-Pierce. Ok. Mais je veux dire, j'ai plus de bons souvenirs. Moi, Marie-Pierce qui gagne Roland, c'est un de mes plus grands souvenirs de spectateurs, d'amoureux de tennis, ouais. Ok. Donc c'est pour ça j'aimais le jeu, elle tapait à plat, elle cognait dans la balle, elle cherchait pas à enrouler ça, à chipper, ça bataillait pas, gros service, gros coup droit. Et il n'y avait pas de chichi. Non, ouais. Mais bon. Et donc, du coup, tu as mis Amélie Mauresmo premier, logique. Numéro 1 mondial, elle a gagné le... Seule française et français, d'ailleurs, à avoir été numéro 1 mondial de tennis. C'est quand même, effectivement. Kylian, on va regarder le tien maintenant. Il y en a peut-être quelques-uns en commun, d'ailleurs, je ne sais pas. Il y en a 2 en commun.
Tu as mis aussi Amélie Mauresmo en tête. Ah, tu as mis Tsonga en tête, ok. Tsonga, Gasquet, mon fils, Mauresmo et la paire Mahut Herbert que j'ai regroupé c'est vrai qu'elle a quasiment tout gagné en double. Ouais, c'est pour ça, je suis pas sûr qu'on y ait d'autres doubles dans les tops. Non, c'est le seul à l'avoir mis, ouais. Mais on est quand même sur un palmarès exceptionnel avec 21 titres en 7 ans de collaboration, 5 grands chelems, 7 Masters 1000. Il y en a que 2 qui n'ont pas gagné dans tous les Masters 1000. Et puis, c'est une des paires les plus emblématiques en double masculin qu'on ait eu la chance de voir. Donc j'avais envie de mettre une paire. J'ai hésité avec Garcia Mladenovic aussi, qui est aussi une paire un peu emblématique de notre. Non, pas du tout. Ah non, pardon. Merci, Simon. Non, merci, Simon. Il n'y a aucune comparaison. Mais donc, moi, je voulais mettre un double parce que j'aime bien regarder le double et j'aimais bien la façon qu'ils avaient de jouer, leur histoire pendant ces 7 années. Et c'est vrai que c'était assez récent aussi dans l'histoire du tennis français. Donc, j'avais envie de mettre ce double-là. Après, Tsonga, Mauresmo, on en a parlé. Mais c'est pas le palmarès qui prime pour toi, quoi. Parce que tu mets Mauresmo loin, au final. Bah non, c'est que je l'ai moins vu jouer que les 3 autres. J'ai conscience du palmarès, du fait qu'elle ait été numéro 1 mondial. Mais tu l'as dit, on est sur des tops un peu subjectifs. Moi, Mauresmo, je l'ai pas énormément vu jouer. J'ai conscience de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a apporté pour le tennis français, féminin notamment. Mais c'est vrai que j'ai davantage vu jouer Tsonga, Gasquet et mon fils, qui avaient des styles de jeu extrêmement différents d'ailleurs, mais qui étaient d'une constance, d'une capacité à affronter et à tenir tête, tu l'as dit, à ce Big Three. Et voilà, je trouve que c'est vraiment les meilleurs que j'ai pu voir jouer sur le court à des niveaux différents, sur des surfaces différentes. Je trouve vraiment que c'est eux mon top 5, même si Gaël, mon fils, il nous a fait encore vibrer cette nuit. Mais s'il avait eu moins de blessures, je pense qu'il aurait été encore plus haut dans mon top. S'il avait travaillé un peu plus. C'est un peu la frustration. C'est ça, un peu moins de... On va regarder, moi aussi je l'ai mis dans mon top 5. Je pense que vous allez tous hurler sur une personne que j'ai mis dans ce top 5. Mais oui, moi j'ai mis Gaël Monfils aussi parce que... Tu l'as, Simon? Tu peux, t'as le droit, pas aussi haut, mais... C'est pour la présence de Marion? Ouais, je suis la seule à l'avoir mise. C'est Wimbledon, moi je me suis posé la question. Maintenant, voilà, elle a quand même remporté effectivement Wimbledon. C'est quand même la dernière Française à avoir gagné un. Elle fait pas finale en 2007 avant, quelques années avant. Il faut vérifier. Je crois qu'elle fait finale en 2007 et elle gagne en 2007. Non, elle fait quand même quelque chose d'énorme. Puis il y a un côté personnalité. Elle a été quand même moquée, raillée par plein de gens pour son style de jeu, son physique, enfin voilà, elle a eu plein de sa relation avec son père, entraîneur, etc. Et je trouve que c'était un peu l'accomplissement pour elle. Elle a fermé tellement de bouches en remportant ce titre-là aussi, mine de rien, et la fameuse belle histoire dont on aime parler en sport. J'aurais préféré qu'elle batte Serena Williams en finale, tu vois. Oui, alors c'est vrai que c'est le reproche qu'on lui fait sur cette victoire-là à Wimbledon, c'est qu'elle ne bat aucun top 10, je crois, tout aucun top 15. Voilà, top 15. Après, voilà, il faut quand même être là, présente à ce moment-là. Non, genoux à terre, encore une fois, on dévalue pas. Il se trouve que oui, elle n'a pas affronté. Il se trouve effectivement qu'il y a aussi moins de concurrence dans le tennis féminin que dans le tennis masculin à ce moment-là. Enfin, voilà, mais je respecte total pour ce qu'elle a fait. Et on parlait de Gaël Monfils. Moi, je l'ai mis, j'ai hésité entre... Devant Gasquet. Voilà, j'ai hésité entre les deux. Moi, Richard Gasquet, je suis ultra fan de son style de jeu, en fait, de ce revers absolument incroyable. Il m'a fait me lever, mais tellement de fois sur des revers longue ligne comme ça, incroyable. Enfin, c'est vraiment, j'aime même sa personnalité, son style. Et puis, mais Gaël Monfils, c'est ça aussi, c'est le spectacle, c'est l'entertainment. Tu vois, il a compris ce côté-là, il a ce côté un petit peu américain où même là à 38 ans, il danse encore sur le court quand il gagne. Puis c'est un mec en même temps qui m'a tellement agacé parfois pendant des matchs parce que tu la disais, rigueur. Mais t'as tout entre les mains, puis d'un coup tu dis vas-y, il a plus envie de courir, il court plus. C'est genre il fait des vieux services, il fait genre il est ultra crevé, que tu le vois trimballer sa grande carcasse, il a du mal et tout. Puis d'un coup il te sort un point de ouf, puis il revient dans le match et toi t'es là, tu fais les montagnes russes avec lui, t'as envie de le tuer parce que ton cœur il va lâcher au bout d'un moment. Mais c'est ça aussi, tu vois, tu vibres pour ça dans le sport mine de rien et puis il a pas fini en fait, il est encore là aussi à 38 ans et il est performant, c'est une vraie personnalité je trouve du sport français aujourd'hui. Puis de son gars, je vais pas y revenir, on en a parlé aussi, mais meilleur de sa génération tout simplement. Manu, ça va être à 3, je crois qu'on a un petit problème avec ton top 5. Je l'ai en tête, tu veux. Non, mais je crois qu'il va s'afficher comme le voilà. Parce que tu es le seul à avoir mis
et Yannick Noah, et Cédric Pioline, et Guy Forget. En fait, c'est toi le vieux de l'équipe. Ouais, un peu. Le boomer, c'est moi. Sinon, je reprends le. Alors, Yannick Noah, parce que c'est vrai que oui, quand on pense au tennis français, on pense très souvent à Yannick Noah et cette victoire à Roland. C'est ça qui t'a fait vibrer, toi? Il y a forcément ça. Alors, j'étais pas né, hein. Je vous le dis, je suis pas né pour la victoire de Yannick Noah. Mais ça reste un fait historique, en fait. C'est, et même quelque part, tu vois, une sorte de symbole ou d'exemple. Il y a aussi une stat qui est intéressante, c'est que sur le circuit ATP, c'est le Français à avoir le plus gagné, all-time. Donc, pour moi, c'était important de le mettre. En fait, si tu veux, je suis parti même à l'inverse de ce que vous avez fait, vous. C'est que pour moi, mon fils et Gasquet, par rapport à ce qu'on en disait au début de leur carrière, et comment ils ont géré par la suite leur carrière, pour moi, c'est un échec, c'est un énorme, ça serait un gros mot. Parce que dans l'impression, comme tu l'as dit, ils nous ont régalé. Maintenant, on en attendait plus au début de leur carrière. Et j'ai voulu mettre Forget et Pioline parce que dans l'amour que la France a pour le tennis, il y a ce qu'a dit Simon tout à l'heure, la Coupe Davis. Pioline, rappelons-nous de la victoire contre l'Australie en Australie, qui est un truc monumental au début des années 2000. Forget, il y a la victoire en France contre les États-Unis, qui était un truc à l'époque. Les États-Unis, c'était Agassi, c'était Pete Sampras, c'était quand même monstrueux. Et c'est une France qui gagne, on va dire, à l'époque où tout sport confondu, on est un peu des. Ouais, c'est ça, on était un peu des losers. Non, il faut dire la vérité. Tu vois, donc c'est vraiment ça. Et tu vois, j'ai hésité à mettre Mary Pierce. En fait, au début, j'étais parti pour mettre Amélie Mauresmo 1 et Mary Pierce 2, parce que Mary Pierce, quand même, 2 victoires en Grand Chelem, c'est quand même pas rien. 3 si tu prends même, on va dire, les phases de double, et 4 si on prend les Grands Chelems, on va dire, mixtes. Et moi, c'est un symbole incroyable, cette nana-là, quand elle gagne Roland Garros. Elle avait disparu pendant 1 an au sein d'une secte, sur une île et tout, etc. On n'attendait plus rien d'elle. Et elle avait tout froissé, c'était extraordinaire. Et puis Amélie Mauresmo, comme vous l'avez dit, c'est la seule numéro 1 mondiale qu'on ait eue. À une époque justement où, enfin moi j'ai l'impression que quand j'ai grandi dans ce pays, il y avait quand même, on était beaucoup plus dans la loose que dans la win. Heureusement 98 est venu changer tout ça. Et le fait d'avoir un ou une numéro 1 mondiale, c'était un truc extraordinaire à l'époque. Dans une époque où tu avais les Williams et North. Exactement, tu vois. Et puis il y avait tout ce symbole aussi de cette meuf dont tout le monde on se foutait tous de sa gueule. Enfin, pas je m'inclus pas là-dedans, je vous inclus pas là-dedans. Faut se rappeler sa marionnette au Guignol, de tout ce qu'on pouvait dire sur son coming out et justement sa première finale, je crois, à l'Open d'Australie, quand elle pop justement à la société française et tout le monde se dit mais c'est un bonhomme et tout, etc. Et voilà, donc c'était important de la mettre comme ça. La belle réponse, et c'est rare que dans le top 5 il y ait très souvent une femme en top 1. Donc c'est pas plus mal. Dans le chat on nous dit personne n'a mis Sébastien Grosjean. Oui, j'hésitais avec Pioline, tu vois. Personne n'a mis Sébastien Grosjean. C'était Grosjean ou Pioline, et j'avoue que je suis allé tricher. J'ai vu que Pioline avait fait plus de résultats en Grand Chelem, je crois. Toi, t'es factuel, toi, les résultats. D'habitude, moi, c'est l'impression, c'est le romantisme, mais là, tu vois, cette fois-ci, non. Ouais, très pragmatique, très pragmatique. Bon, au final, on n'était pas si loin les uns des autres. C'est bien aussi c'était assez commun. Ouais, mais c'est bien aussi d'avoir des petites, selon les appointances de chacun. Allez, les derniers paris du soir, suspense donc sous. Ce sera du tennis. Évidemment. L'Open d'Australie. A priori, l'Open d'Australie. Sur quel match on va parier ce soir sous? Vous avez suivi ou pas depuis le début? Oui. C'est le gros match demain. Le Djoko Alcaraz. Exactement. Évidemment. Djoko Alcaraz, voilà, c'est un match de légende, dernière confrontation au JO. C'est un match iconique, incroyable. Alcaraz, pour moi, qui fait pas un complexe d'infériorité, mais je sais pas, il y a un truc contre Djokovic. Tu le sens toi aussi? Voilà, moi aussi, et je vois vraiment clairement un match en 5-7. Alcaraz, pour moi, il est devant, là aujourd'hui, en termes de tennis, de forme, etc. Mais Djoko, c'est chez lui, en fait, l'Australie. Il a 10 titres, il a tout, quoi. Donc, pour moi, ça va être un match incroyable. 5-7. Et 5-7, après, je trouve pas de vainqueur. J'arrive pas à trancher. Oui. Ah non, je me mouille pas. La cote est magnifique, hein. Elle est belle, hein. Sans donner le vainqueur. 2,90. Simon, tu me suis? J'achète. 2,90, elle est belle. C'est cool. Et t'as pas besoin de te mouiller comme ça. Exactement. Faudra se lever à quelle heure, là, par contre? 10h30. Non, ils l'ont programmé, Night Session. C'est la Night Session. Night Session. Moi, je suis couché à ça, tu sais. Merci beaucoup, Sou. Merci à vous. Merci à tous, les amis, de m'avoir accompagné ce soir. Merci la mousse. On a passé un bon moment. Très cool. Tu reviendras, Simon? Super, si je suis réinvité, bien sûr. Tu me remettras pas trop avant que tu acceptes de venir. Très bien. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, 19h, même heure, même rendez-vous sur la chaîne Twitch RMC Sport, en replay sur la chaîne YouTube, la petite cloche, pour vous abonner évidemment et revoir toutes les vidéos. Salut à tous, très belle soirée, ciao.